Chers amis internautes, bonsoir. Ce soir, nous plongeons dans une vision radicale du monde, celle de Claude Janvier, que vous connaissez certainement très bien. Claude Janvier est un auteur qui parle de mensonges d'État, de manipulation et de guerre qu'on ne comprendrait pas vraiment. Tu as déjà écrit, Claude, il a déjà écrit une dizaine d'ouvrages. Et bonsoir, Claude. Viens nous retrouver. Voilà. Eh bien, bonsoir Jackie et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Claude, ton livre s'intitule « Pourquoi suis-je devenu un rebelle ?» C'est le dernier après une dizaine d'ouvrages déjà que tu as publiés. Et Oui. ce n'est pas un manifeste abstrait, c'est un règlement de compte avec la vie, avec l'État, avec les mensonges. Pourquoi l'avoir écrit maintenant ? Ah ben ça c'est une bonne question. Non, je l'ai écrit maintenant parce que en réalité ça fait 2-3 ans que je l'avais promis de l'écrire à deux amis qui me restent encore de la période de 1974, donc où j'ai fait mon service militaire à Tahiti, mais ça on va le développer un peu après, et qui sont encore en vie, et je l'avais promis. Puis ces 2-3 ans ont été un petit peu chaotiques. D'une part, j'ai sorti 2 livres, je crois, et d'autre part, malheureusement, mon épouse a eu d'énormes problèmes de santé qui ont duré 2 ans et demi. Donc c'est vrai que c'était un peu chaotique et j'ai pas sorti ce livre que j'aurais dû sortir peut-être avant, mais quelque part c'est un bien parce que ça me permet de rendre aussi hommage à ma défunte épouse que j'estimais énormément. Donc C'est voilà. un livre très touchant à ce niveau-là, vraiment, vraiment. Dans tes ouvrages, tu décris un monde dominé par des luttes invisibles, des luttes aussi bien économiques que médiatiques, politiques. C'est une guerre globale permanente. Autrement dit, la guerre ne commence pas avec les bombes, mais avec les récits. Ouais. Mais je crois, tu sais, Jackie, que la guerre, en fait, commence un peu avec. Mais ça dépend où on est. Dans le lieu de naissance, j'entends. Ça dépend dans quel pays on est. Ça dépend aussi de la famille dans laquelle on voit le jour. Ça dépend de l'environnement. Ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Alors, comme je l'ai décrit dans mon livre, j'ai pas vraiment eu ce qu'on appelle une enfance et une adolescence dorée. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans le bec. Non pas que je critique ceux qui ont la chance de naître avec une cuillère en or dans le bec, mais disons que quand on a un environnement dangereux à partir de son plus jeune âge, ouais, c'est vrai que c'est une tendance un peu à forger le caractère, mais ce qui est peut-être pas nécessaire, mais surtout à se rendre compte des inégalités sociales et culturelles qui sont prégnantes quand on est dans un environnement qui n'incite pas du tout à l'épanouissement. Ton livre commence à Agadir, puis la France des HLM, puis la Oui. violence sociale et l'abandon paternel, pardon. Est-ce que c'est l'enfance pour toi qui fabrique les rebelles ? C'est possible en fait, c'est possible. Bon, c'est vrai que oui, quelque part oui, parce que quand on a la chance, si on a la chance de vivre dans une famille unie et ma foi d'avoir une enfance et une adolescence à peu près sympa, je dis pas qu'il y a pas des moments difficiles, mais au moins si on a un environnement sympa, une famille aimante, etc. Bon. Disons qu'on voit la vie un peu autrement. Maintenant, quand je me suis retrouvé moi seul avec ma mère, parce que mon père, qui était un héros de guerre, c'est vrai, mais un mauvais père, comme je l'écris dans mon livre, nous a lâchés. Moi, je devais avoir 5 ans, donc
après le Maroc, puisque je suis né au Maroc, à Agadir, bercé donc par Tamou, qui était une berbère de l'époque et qui m'élevait parce qu'en fait mes parents travaillaient donc à l'époque, donc c'est vrai que j'étais surtout élevé par Tamou. Comme je l'ai écrit d'ailleurs, j'étais levé dans son bras gauche, au creux de son bras gauche, et pendant que son bras droit s'agitait dans le couscoussier, quoi. Tu Mais lui à rends l'âge de hommage. oui, parce que c'était une personne charmante et attachante. Et quand mes parents sont partis avec moi du Maroc, d'ailleurs, elle était effondrée, elle était en larmes, elle voulait absolument partir avec nous. Malheureusement, évidemment, on ne pouvait pas l'emmener puisque on peut pas emmener les gens comme ça d'un pays à un autre. En plus, on était en plein milieu de la guerre, enfin au début de la guerre d'Algérie. Donc au Maroc, ça se passait mieux, mais enfin, c'était quand même pas non plus, c'était pas tranquille. Donc voilà. Mais alors donc après, oui, je suis arrivé à l'âge de 5 ans avec ma mère. On a atterri dans un HLM assez pourri, je dois le reconnaître, et largué par mon père. Donc effectivement, j'ai été élevé seul avec ma mère qui s'est échinée au travail pour m'élever avec un boulot terrible. Enfin bon, bref. Donc peu d'argent et pas beaucoup de distractions. Ouais. Alors, ton père qui était un héros, est-ce que tu lui en veux encore? Non, j'ai enterré l'âge de guerre. En fait, comment dire, la haine n'est pas nécessaire. Je pense mais je dis ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des périodes dans la vie où on peut en vouloir beaucoup aux gens. Mon père, je l'ai battu froid un peu quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'étais rentré dans l'âge adulte. Là, j'avoue que je le battais un peu froid, mais après, bon, après j'ai enterré de moi-même quelques années plus tard, j'ai enterré l'âge de guerre. Je me suis dit que en fait, la haine ne sert à rien, sinon à devenir un peu de plus en plus noire. Et je pense qu'il faut savoir pardonner, mais il faut savoir aussi accepter. Bon, bah, ma foi, il s'est passé ce qui s'est passé. Et à un moment donné, voilà. Donc j'avais enterré l'âge de guerre. Est-ce que la violence sociale que tu décris dans les années 60, est-ce que c'est ça qui a détruit une part de ton innocence? Est-ce que tu t'es senti rejeté très tôt? Rejeté, non. Disons que c'était pas mon monde, hein. Disons contrairement à la croyance populaire, parce qu'aujourd'hui on nous parle des banlieues. Les banlieues, c'est terrible, c'est des zones de non-droit. Oui, c'est vrai. Nous sommes d'accord sur le sujet. Il y a des banlieues, ce sont des zones de non-droit. Malheureusement, il y a des banlieues où il se passe des choses terribles. Je parle ici au niveau des violences, et puis du trafic de drogue. Enfin, faut pas croire que dans ces mêmes banlieues, dans les années 60, 70, ça se passait tranquille. Enfin, je veux dire, la violence au quotidien, je l'ai connue. Il y avait quand même une bande dans mon quartier de 30 loupards qui ne pensaient qu'à trois choses, en fait, et je l'explique un peu dans mon livre. J'avais appelé ça les 3 B, c'est-à-dire l'habiture, la baston et les baluches de campagne où ils allaient bastonner. Et en fait, malheureusement, bon, ils avaient tous des QI pas très élevés, c'était pas des prix Nobel, mais malheureusement, en n'étant pas des prix Nobel, ils sont encore plus dangereux parce que ils sont malheureusement, ce sont des laissés pour compte. C'était des fils d'ouvriers à l'époque, puisqu'il y a époque, il y avait quand même peu d'immigrés dans les HLM. Et les fils d'ouvriers, ben ma foi, les parents travaillaient en usine, s'échinaient, et pendant ce temps-là, ben, les gamins étaient dans les rues, quoi. Et dans les rues, évidemment, ben, dans les rues, ça ouvre pas à l'épanouissement, surtout quand ce sont des quartiers de HLM qui s'imbriquent les uns dans les autres, sans humanité, sans esthétique, sans entretien aussi. Mmh. Euh, bon, donc, on peut pas dire que ça inspire à la créativité, quoi. On m'a toujours dit qu'il fallait se méfier, j'avais rencontré ça hein, quand j'étais dans le Midi, il fallait se méfier des petits voyous, mais parce que les grands voyous, ils avaient quand même une parole d'honneur et ils étaient plus respectés,
respectables, entre guillemets. On pouvait davantage avoir confiance en eux que dans les petits voyous, les petits malfrats qui faisaient n'importe quoi et qui étaient par-delà très dangereux. Bah, c'est-à-dire, ça dépend lesquels aussi, c'est toujours pareil. Moi, à l'époque, donc, moi, j'étais au lycée, collège, etc. Donc, je travaillais pendant mes vacances scolaires pour me faire de l'argent de poche parce que, bah, là aussi, on pouvait travailler. Moi, dès l'âge de 15 ans, pendant mes vacances scolaires, je travaillais dans les usines, hein, pour me faire un peu d'argent de poche. Et je m'étais retrouvé avec des loupards, hein, puisque à l'époque, mais ils étaient plus âgés que moi. Alors évidemment, tous les samedis, ils me racontaient leur soirée, c'était en général biture et baston. Mais à part ça, ils m'avaient à la bonne, hein, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et du coup, avec eux, je risquais strictement rien. C'est-à-dire, ils m'avaient à la bonne, je ne sais pas pour quel mystère en fait, mais en tout cas, c'était quand même des durs, cela. Ça, c'était des vrais durs, quoi. Mais quelque part, ils n'étaient pas si méchants que ça. Ils étaient dans un système aussi qui était en train de les broyer, mais malheureusement, ils n'en avaient pas conscience, quoi. Ils étaient prisonniers. Alors, après, il y a un moment, la bascule. Tu pars à Tahiti en Oui. croyant vivre un paradis et tu tombes dans une mécanique militaire brutale. Que s'est-il brisé en toi à ce moment-là? Bah, tu Pourquoi cette sais, expérience te marque encore 50 ans après? bah, c'est simple. Là, effectivement, j'ai 20 ans, l'ombre du service militaire se profile à l'horizon, donc il faut faire ce satané service militaire, parce que moi, je suis contre, hein, bien sûr. Je suis contre le service national, j'ai toujours été contre et je suis toujours contre d'ailleurs. Mais bon, je vais pas développer parce que sinon je prends, hein, mais bon. Ceci étant, effectivement, j'atterris au mois de janvier 74 à Toul, qui est une ville de l'Est froide, triste, grise. Alors j'espère que les habitants de Toul aujourd'hui vont pas m'en vouloir, mais ceci étant, je suis désolé, hein. J'ai débarqué là-bas, il faisait -20, enfin c'était l'horreur. Et donc, au bout d'un mois et demi de classe, bon, alors on était dans des chambres réduites. Alors mes colocataires, ils étaient totalement abrutis, hein, je suis désolé de le dire. Ils pensaient qu'à la bière, qu'à me vanter leur prouesse avec les nanas, entre guillemets, hein, parce que évidemment, ils aimaient bien se vanter. Et le foot. Ah, j'ai dit, non, les mecs, bas du front, mais bon, gentil, mais bas du front, quoi. Passons. Et donc, tout d'un coup, j'ai un gradé qui passe, il y a un gradé qui passe et qui demande si il y a des volontaires pour partir faire son service, soit à Tahiti, soit à Nouméa. Ah bon? Et là, je reste l'oreille, bien sûr, moi, à 20 ans. Et donc, évidemment, je me porte candidat et je suis accepté. Et en plus, je peux choisir, parce qu'en fait, j'avais pas trop envie d'aller à Nouméa. Donc, évidemment, à Tahiti, 20 ans, imagine, Jackie. Oui, Bah, le ciel oui, bleu, le coraux, les vaïnés, le soleil, les plages. Ah, quand on a 20 ans, c'est pas possible. C'est pas possible de dire non. Enfin, si. Moi, les 7 autres colocataires de ma chambre, il n'y en a pas un qui voulait partir. Oh là là, fallait surtout pas déranger le train-train établi tous les week-ends chez papa, maman, et puis surtout continuer à boire de la bière et jouer et aller voir les matchs de foot. Mais moi, ceci dit, moi, je suis parti. Oui, ça c'est clair. Donc, dépaysement. Voilà, aux frais de la princesse, hein, je suis désolé, mais à l'époque, hein, bon, bref. Bon, alors, je suis arrivé là-bas. Alors, effectivement, il y avait tout ça. Donc, pour l'instant, j'avais pas trop à me plaindre. Et puis, malheureusement, j'avais pas fait attention. De toute façon, si j'y avais fait attention, est-ce que ça aurait changé mon désir d'aller à Tahiti? Je ne suis pas certain. Et il y a eu une explosion d'une bombe atomique, comme chaque année, à Mururoa. Enfin, ils l'ont fait sur 2 atolls, hein. Ils le faisaient soit à Fangatofa, soit à Mururoa. Donc, alors effectivement, là en revanche, j'y pensais pas. J'avoue que tous mes copains de l'époque, on n'y pensait pas vraiment. Mais cette année-là,
74, le tir a été raté, si tant est d'ailleurs qu'un tir réussi, je ne sais pas ce que c'est. Oui, parce que quand on parle d'un essai nucléaire, beaucoup de gens peuvent s'imaginer un essai. Un essai, c'est-à-dire on fait péter un petit pétard. Mais pas du tout. On fait péter une vraie bombe. Très bon. Et la bombe, 74, faisait je ne sais pas combien de fois, je ne sais plus combien de fois plus puissante que celle qui avait pété à Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'est quand même pas rien. Et cette année-là, le tir a été donc raté, en ce sens que le tir a bien eu lieu, mais le champignon atomique, au lieu de monter assez haut dans l'atmosphère et d'aller vaporiser au niveau des radiations les voisins, c'est-à-dire les Australiens, les Néo-Zélandais, enfin sympa, eh ben non, il y a eu des nuages violents qui ont rabattu le nuage radioactif sur l'archipel de la Société et l'archipel des Tuamotu, contaminant 160 000 personnes à leur insu, moi y compris. Ah, et là, Et le drame, c'est qu'on vous a rien dit. On vous a rien dit. Rien. Ah, mais rien. Mais ils ne disaient rien. Alors, déjà, ils n'ont rien dit. Le haut commandement militaire le savait. C'est pour ça que je l'ai écrit dans mon livre, d'ailleurs. Et je les accuse, vraiment, et je le fais là, au cours de cette émission, je les accuse à l'époque d'avoir laissé 160 000 personnes se faire contaminer à leur insu, alors que eux, je parle du vice-amiral en chef, là, celui qui commandait toutes les escadres terrestres et maritimes, et les officiers, les hauts officiers, je suis certain qu'eux se sont protégés. Et leur famille, bien sûr. Quoi, on leur donnait de l'iode, on leur donnait… Se protéger quand il y a en cas de retombée radioactive, il faut faire 3 choses en fait. Pour le coup, le confinement, oui, ça se comprend, est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'aller se promener dans les rues, il faut rester chez soi, parce que les murs, ma foi, forment quand même un rempart. Il faut éviter de boire de l'eau du robinet, il faut boire de l'eau en bouteille, et il faut prendre des pastilles d'iode. Il faut faire ça quelques jours, le temps qu'il faut, et au bout d'un moment, quand tout est apaisé, quand les radiations se sont déposées, eh bien, ça y est, on peut peut-être commencer à ressortir, etc., etc. Mais donc, j'accuse effectivement, le haut commandement militaire de l'époque de l'avoir fait très certainement pour eux et d'avoir laissé le reste. Voilà. C'est criminel, hein. Assez criminel. Et je pèse mes mots, c'est criminel. Et ce livre est donc une accusation plus qu'un témoignage. Les deux, hein, si tu veux. Alors après, ce qui est fou, c'est qu'on ne le sait pas. Quand tu fais ton service là-bas, alors évidemment, comme Tahiti, c'est une région tropicale, donc il pleut. Et quand il pleut beaucoup. Oui. Et les pluies qui sont tombées au cours de l'année, c'était des pluies acides, puisque le nuage radioactif passait. Donc on a eu droit aux pluies acides et qui ont infecté encore plus la population. Mais de toute façon, les essais nucléaires étaient faits en dépit du bon sens, je veux dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils faisaient exploser une bombe à Mururoa, ils ceinturaient l'atoll avec les navires de guerre pour éviter que les navires civils puissent rentrer donc dans le périmètre de la zone de tir, ce qui était jusque-là logique. Oui. Chaque bâtiment de guerre était équipé de plaques blindées pour effectivement faire un tampon au niveau des radiations. Donc, quand la bombe explosait, les radiations se vaporisaient sur ces plaques blindées, sur tous les bâtiments de guerre. Mais juste après, qui nettoyait les plaques blindées radioactives? Donc, les marins en short, en tongs, et avec des balais brosses et des jets d'eau. Oh là là. Magnifique. Oui. Magnifique. Ça, c'est de l'inconscience caractérisée ou c'est de la criminalité consciente? Je ne sais pas. Les deux, mon colonel. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi une période de détention. Tu parles de détention que tu as dû subir aussi,
complètement Ouais. inhumaine. Et pourquoi tu as attendu si longtemps pour le raconter? Parce que après, je suis passé à autre chose, parce que, en fait, c'est grâce à mon copain Michel, que je cite dans mon livre abondamment, puisque lui et moi, on s'entendait très bien, et on était vraiment les deux rebelles, les deux rebelles du groupe. Et en réalité, c'est lui qui nous a retrouvés avec Richard. Donc, il n'y a plus que Richard et Michel qui sont encore vivants, et moi. C'est lui qui nous a retrouvés il y a une dizaine d'années grâce à Facebook, comme quoi Facebook, quelquefois, sert à quelque chose, parce on s'était perdu de vue. Et qui m'a dit, mais tu sais, puisque tu écris et tout, tu devrais aussi parler en plus du problème radioactif, Oui, de la radioactivité, tu devrais parler des conditions de détention que nous avons subies au camp militaire d'Arouet. Effectivement, ça m'est revenu en mémoire. J'ai dit, ah oui, tiens, c'est vrai, j'aurais pu. Voilà. Bon, non, voilà. Et j'ai un peu décrit cette espèce de conditions inhumaines. Il faut savoir que la prison militaire là-bas, au camp d'Arouet, c'est une prison légionnaire. Il y avait pas. C'est une prison gardée et administrée par des légionnaires. Alors, les légionnaires, il y en a quelques-uns de sympas. Les trois quarts, s'il y a beaucoup de légionnaires qui m'écoutent, ils vont peut-être râler un peu, mais bon, hein, je suis bon, désolé, c'est toi messieurs. qui l'as vécu, hein. Tu parles de Désolé, ton. messieurs, mais bon, voilà. Ouais. Et en réalité, j'avais eu maille à partir un peu avant, mais ça, je vais laisser découvrir Ah ben oui, oui, il ne faut pas à tout nos amis révéler. internautes le Et pourquoi de la chose. J'avais eu maille à partir avec l'adjudant-chef qui commandait la prison militaire, un certain Blint, qui se vantait à l'époque, parce que là, on est en 74, hein, donc il y a quand même 52 ans, qui se vantait d'avoir appartenu aux jeunesses hitlériennes et qui se baladait avec sa croix gammée et sa croix de fer dans la poche. C'est un géant, le mec, hein, il mesurait 2 mètres de haut. ça met Et en comme je confiance, l'avais ça. ah oui, ça inspire confiance. Et comme je l'avais envoyé péter un jour avec toute une histoire que je vous laisse découvrir, évidemment, quand je suis arrivé dans la prison, il m'a sauté dessus. Bon, bref, il m'a dit, toi, tu mouftes, je te bombe la gueule. C'était leur mantra un peu aux légionnaires. C'est De toute leur façon, expression, hein, ça revient c'est leur souvent. expression, Pompe c'est la je te gueule. bombe la gueule. C'est hautement poétique d'ailleurs et hautement philosophique. Effectivement, on voit tout de suite le niveau. Mais bon, passons. Et Et alors, ouais, vas-y. non, 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 je t'écoute, pardon. Non, bah voilà, après, les conditions étaient effectivement des conditions de détention inhumaines, quoi. C'était d'une saleté repoussante. On était tous parqués à 19 heures dans une salle commune. On pouvait pas dormir parce que les planches de bois étaient inclinées, donc on glissait. Il y avait des cafards géants qui nous suçaient les lèvres dans la nuit. On pouvait ni aller aux toilettes, c'est-à-dire si on avait une envie pressante, il fallait faire devant la porte, il fallait nettoyer le lendemain. Enfin, le genre, quoi. Genre sympa, quoi. Donc effectivement, sans compter les risques de viol, la baston, parce que là aussi c'est un univers violent quand même. Hein. C'est vrai qu'à côté, je fais une petite aparté, les 20 jours de zonzon de Nicolas Sarkozy à la santé, Oui, oui. ça me fait un peu doucement rigoler. Moi, j'ai passé 20 jours là-dedans. C'était autre chose, effectivement, que les 20 jours de zonzon à la santé en cellule individuelle avec menu à la carte, portable, ordinateur, etc., etc. Et gardé jour et nuit par deux policiers à côté. Ouais. Bon, enfin, il a vendu 100 000 bouquins quand même. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve au plus haut point. Bon, On bref, demande sur passons. nos Je amis passe. pour qu'ils te vendent 100 000 aussi. Ah, ouais, La- franchement. C'est énervant, hein, c'est Oui, énervant, tu vois. Il a fait un coup de com', là. Bravo à Fayard, hein. Ah ouais, là, je reconnais. Magnifique. Bah bon, et alors, quel. Claude, à quel moment tu as compris que l'autorité pouvait mentir? Je l'ai compris après, c'est-à-dire sur le coup, oui, non, je l'ai compris en fait. À un moment donné, bon bref, je vais pas, pour me punir, ils m'ont envoyé. Michel, ils nous ont séparés hein, à un moment donné, donc je le relate dans mon livre. Michel, le pauvre, il l'a envoyé à Mururoa. Parce qu'en réalité, quand la bombe avait pété, il renvoyait des militaires à Mururoa. Oui. Mais peu de temps après, hein. Ça veut dire que la radioactivité était toujours dans le coin, quoi. Bref, et moi, pour me séparer de lui, il m'a envoyé à Ao. Ao, c'est un atoll, ça s'écrit H-A-O,
qui est à mi-chemin en réalité à vol d'oiseau entre Tahiti et Mururoa. C'est-à-dire Tahiti-Muru, c'est à peu près 1200 km à vol d'oiseau, et donc Ao est à 600 km de Tahiti et 600 km à peu près, ou 400 ou 500, je ne sais plus, peu importe, de Mururoa. Et moi, ils m'ont envoyé à Ao, qui est un banc de sable, et on m'avait toujours dit, tu verras, là-bas, il y a une super base militaire. Oui, effectivement, il y avait une base militaire. Et l'atoll était désertique. Bon. Sauf qu'un jour, et là, ça m'a quand même étonné et fâché, sauf qu'un jour, j'avais décidé, puisque cet atoll était très grand, autant il y a des atolls plus petits, mais là, il était très grand, je me suis dit, tiens, je vais aller me balader à pied un après-midi jusqu'au bout de l'atoll. Donc, j'y suis allé et je suis tombé sur un village d'autochtones qui vivaient dans des conditions de dénuement extrême. Ils vivaient dans des espèces de baraquements de tôle ondulée. Les trois quarts n'avaient pas de dents, ou peu de dents. Ils étaient malheureusement en manque d'hygiène. Oui. C'était franchement bizarre et étrange. Et je vois un monsieur qui était là, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me regarde étonné, il me dit, mais on habite là, nous. Ben oui, depuis toujours. Et là, je suis très étonné, je le regarde, je lui dis, mais comment ça, vous habitez là? Mais il n'y a rien. Mais on m'a toujours dit que c'était inhabité. Mais il me dit, attendez, nous, avant l'armée, on habite là, nous. Tous les atolls, il me dit, vous savez, beaucoup d'atolls sont habités. Mais quand l'armée est arrivée, ils nous ont poussés au bout de l'atoll. Ah oui, oh, sympa. Et je lui dis, il vous aide un peu? Oui, il me dit, il nous aide un peu. Bon, enfin. Ah ben là, j'ai dit, quel mensonge honteux. Mais ça, si on n'est pas témoin de ça, on ne peut pas le savoir. Évidemment, c'est relaté nulle part. Allez, en plus, je suis tombé sur un document de l'INA, d'ailleurs, j'ai mis le lien dans mon livre, où justement, à l'époque, donc, l'INA, c'est l'Institut national audiovisuel, hein. C'est-à-dire, c'était à l'époque encore, 74, je crois qu'on était encore dans le RTF, enfin, je ne sais plus. Et donc, encore, et là, il y avait tout un reportage sur la beauté de Tahiti. Et puis, à un moment donné, il se lâche un peu, le présentateur, il parle de Ao. Oui, atoll inhabité, donc on s'est installé là-bas, on a fait une super base, etc. Inhabité, quel mensonge. Et là, je me suis dit, les médias mentent. Ah oui, c'est intéressant quand même. Oui. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non. Alors, tu es un vrai rebelle face au système, évidemment, et tu attaques les médias, les élites, le conformisme. Le vrai danger aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce que c'est? La censure ou bien l'indifférence? Les deux. En réalité, la censure en premier, parce qu'effectivement, malheureusement, la censure, automatiquement, les véritables informations, on ne peut les avoir que grâce aux médias libres indépendants ou grâce, j'allais dire aussi à des écrivains comme moi, comme d'autres. Hein. Mais l'indifférence aussi parce qu'en réalité, malheureusement, on s'aperçoit que un État, quel qu'il soit, va toujours privilégier les raisons d'État. C'est-à-dire qu'au détriment du bien-être et de la sécurité donc de la population. Et ça, c'est un énorme problème. Et en 74, on était sous Giscard. Hein. Eh bien, oui, c'est parce que Pompidou, je ne sais plus, 73, 74, on était entre Pompidou et Giscard. Mais en réalité, la raison d'État était là. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est bien, la France a l'arme nucléaire. Bah oui, fantastique. Sauf que pour avoir des bombes atomiques, il faut faire des essais, il faut faire péter des bombes. Donc il y a quand même, depuis les années 50, il y a eu plus de 2000 bombes qui ont explosé sur la surface de notre petite planète. Je crois qu'il y en a eu 1400 ou 1500 de la part des USA, et il y en a eu... donc, il y a eu 3000 bombes à peu près, oui, c'est ça, qui ont explosé. Il y en a eu 1200 à peu près côté russe, ou 1400, je ne sais plus. On en a fait péter 300, nous, la France. La Grande-Bretagne en a fait péter 50, je ne sais plus, il me semble. L'Afrique du Sud en aurait fait péter une, et Israël en aurait fait péter une aussi. Mais alors, on nous dit, oui, bien sûr, il faut l'arme atomique de dissuasion. Bah oui, fantastique, mais pour ça, il faut faire des essais. Donc, on en arrive
à une situation complètement folle, c'est-à-dire que pour se prémunir d'attaques éventuelles de dirigeants psychopathes, il faut donc développer l'arme atomique. Donc, il faut empoisonner la planète. Mais c'est complètement, c'est d'une stupidité phénoménale. Parce que les guerres ne sont pas utiles, elles sont utiles à personne. Donc, je veux dire, c'est ça qui est fou et qui m'énerve en réalité. C'est que la majorité des gens, en réalité, quand on discute avec eux, ils n'ont pas envie d'aller guerroyer. En fait, il n'y a rien de plus stupide que les guerres. En réalité, est-ce qu'un fermier qui habite dans le Cantal, par exemple, aurait envie demain d'aller trucider un fermier qui habite dans les environs de Munich? Ben non. Je veux dire, ils ont aucune raison tous les deux de se détester et de vouloir s'entretuer. Mais des politiciens sans scrupules, des marchands de canons, donc de véritables psychopathes criminels, en ont décidé autrement. Il faut faire la guerre. Il faut que les gens s'entretuent. Et ça, c'est Paul Valéry, il le disait donc en 1936. Il disait, et je l'ai adopté complètement, son commentaire, la guerre est faite par une majorité de gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent au profit d'une minorité de gens qui se connaissent très bien mais qui ne s'entretuent jamais. Et c'est ça qui est énervant au bout d'un moment. C'est parce qu'au nom de la paix ne peut être préservée que si on a les moyens de se prémunir d'une attaque. Mais en réalité, quels sont les peuples qui ont envie d'attaquer leurs voisins? Personne. Il n'y en a pas. Autrement, C'est toujours les politiciens qui déchaînent les guerres, aidés des médias, aidés évidemment des hauts financiers internationaux et des marchands de canons. autrement dit, la guerre ne commence pas avec les bombes, mais avec les récits. La Exactement. première arme d'une guerre moderne, c'est pas un missile, c'est une narration. C'est ce que tu viens de démontrer. Hein. C'est exactement ça. Tu sais, Jackie, il suffit de prendre les manchettes. Moi, je me suis amusé un jour de prendre les manchettes de la presse en 1914. Oui. C'était édifiant. À la veille donc de la guerre, hein, c'était les manchettes de tous les journaux de l'époque, c'était les Boches, faut aller bouffer du Boche, c'est les sales Boches, les Allemands, c'est à exterminer, etc. Donc au bout d'un moment, et d'ailleurs c'est marrant parce que, enfin marrant non, mais quand on voit la haine du Russe aujourd'hui ou des citoyens russes, c'est exactement le même schéma. C'est-à-dire on bourre le mou aux gens, on leur dit ah les Russes, les vilains Russes, les méchants Russes, il faudrait aller faire la guerre aux Russes. Et en 14, il fallait aller bouffer de l'allemand, bouffer du Boche. Ah ben c'est sûr, les Français sont partis la fleur au fusil. Ah ils sont partis bouffer du Boche, mais ils en ont bouffé aussi. Et ça a été une grande boucherie. Pour le plus grand malheur du peuple français, du peuple allemand et même du peuple anglais, puisque en réalité, c'était une énorme boucherie. Donc, et tout ça, pourquoi faire? Pourquoi faire? Ah, voilà, c'est ça. Pour recommencer en 39-45. D'ailleurs, c'est ce que me disait mon père. En réalité, mon père, c'est vrai, est un héros de guerre, il a fait quand même 5 ans de guerre. C'est-à-dire que lui, quand il y a eu la débâcle de l'armée française, il a reflué au Maroc. Au Maroc, il a pris le commandement d'une section de tirailleurs marocains et il était dans les fusiliers voltigeurs. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, amis internautes, qu'un fusilier voltigeur, ce sont les gens qui sont en première ligne, qui montent à l'assaut, c'est-à-dire sous les tirs des balles. Et une fois que l'artillerie a fait son œuvre et qu'il a bombardé, que les artilleurs ont bombardé les positions adverses, ceux qui montent à l'assaut, ce sont les fusiliers voltigeurs. Autrement dit, vous avez une chance sur 1000 d'en ressortir vivant au bout d'un moment. Donc, il était dans les fusiliers voltigeurs avec des tirailleurs marocains qui parlaient à peine le français à l'époque. Donc, lui, il parlait l'arabe. Heureusement d'ailleurs, parce que de toute façon, sinon, il ne se serait pas compris. Donc, il a fait la campagne de Tunisie, débarqué en Italie. Il a fait toute la campagne d'Italie avec l'armée d'Afrique. Il a fait la campagne d'Alsace et il est monté jusqu'au Rhin. Il a été démobilisé après le Rhin. Pas une égratignure, mais il en est ressorti très choqué. Où il a vu un bon nombre de gens. Et un jour, il m'a dit, mais mort pourquoi? Pour qui? Il a eu cette parole incroyable. Il me l'a dit un jour, il m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi on a donné notre vie
et des amis sont morts. Mais pourquoi faire? Pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui? Que les guerres continuent? Je me dis: «Mais pourquoi faire?» Bah oui. Est-ce que, est-ce que pour toi, le rebelle face au système, c'est est-ce que rebelle aujourd'hui, c'est penser tout seul? Est-ce que tu te sens marginalisé ou bien en avance sur ton temps? Ah ça, c'est la question piège là. Bah, marginalisé, j'ai toujours été un peu marginal moi. C'est vrai que j'ai toujours été marginal en réalité, revenu de l'armée, Lisée, je dirais pourquoi. période hippie, auto-entrepreneur avec Chlo, mon épouse, on donc on a toujours été un peu des marginaux. Donc après, et est-ce que je me sens donc et la question c'est quoi? Est-ce que je me sens marginalisé? Marginalisé ou bien en avance sur ton temps? Ah! En avant, je sais pas. En tout cas, pas en accord. Pas en accord avec la société, oui, ça c'est évident. Alors on avance, peut-être sur certains chapitres ou certains sujets, mais en réalité, pas du tout en accord avec cette société. Moi, la société matérielle de compétition où il faut travailler, gagner de l'argent, où il faut faire sa place au soleil et où tu verras et où il faut avoir, si t'as pas ta Rolex à 40 ans, c'est que tu as raté ta vie. Ça, c'est ces gars-là qui avaient sorti ce truc-là. Alors ça, je trouve ça d'une ineptie et d'une bêtise, mais alors incroyable. Je pense qu'on peut gagner sa vie sans vouloir écraser son voisin, et c'est pas un but en soi. Mais apparemment, on n'est pas nombreux à penser comme ça. Moi, je connais des gens, je connais un couple, par exemple, hein, ils gagnent à peu près dans les 18 000 € à deux, ce qui est quand même pas... ça va, quoi, 18 000 € à deux, tu commences à bien vivre quand même, je pense. Et en fait, leur unique préoccupation, c'est voir si on peut pas leur proposer de gagner plus. Bon, Oui, j'appartiens pas à ce monde-là. Je n'appartiens pas à ce monde-là, je n'appartiendrai jamais à ce monde-là. Évidemment qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais en faire une préoccupation immédiate, et prioritaire, je trouve ça d'une, ouh, c'est j'ai même pas le mot pour décrire la fatuité de ce genre de raisonnement. C'est-à-dire que malheureusement, on vit dans une société hyper matérielle où le côté spirituel est bien évidemment et malheureusement occulté. Voilà. Et donc, alors si on fait pas sa place au soleil, ah bah mon Dieu, rien ne va plus. Mais qu'est-ce que les gens doivent être malheureux à courir sans arrêt après l'argent ou à des postes ou à des postes enviés, n'est-ce pas? Ouah, mon Dieu. oui. Alors dans ton ouvrage, tu nous donnes accès à l'homme intime derrière le polémiste et les premières pages qui sont consacrées à Claude sont bouleversantes. Et pourquoi commencer par l'amour et le deuil dans ce livre? Est-ce que c'est un livre aussi de solitude? Bah, disons que j'ai eu la chance de rencontrer mon âme sœur il y a 47 ans en arrière. Et ce qu'il faut comprendre un peu, c'est ce genre de rencontre et cette osmose en fait entre elle et moi. C'est-à-dire que d'abord, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés dans une boîte de nuit. Vous allez me dire, ça c'est vraiment un cliché. Mais à l'époque, je travaillais, j'étais barman à l'époque et je travaillais dans un complexe hôtel, restaurant, boîte de nuit, donc en station de ski. Et un jour, elle a débarqué, et, ma foi, et quasiment on ne s'est plus quitté, et on ne s'est plus quitté après, de toute façon, en partie. Mais elle a tout plaqué un beau jour pour venir vivre avec moi, alors qu'en fait, à l'époque, on se connaissait quand même peu. Oui, Et elle n'était pas compliquée, elle était prête à faire, je sais pas, toutes les aventures avec moi. On avait une totale confiance, elle comme moi, et on était prêt à faire tout.
même au mépris quelquefois d'ailleurs de notre sécurité, parce qu'on a eu des périodes où on a eu l'argent, et des périodes où, bouf, ma foi, on a tiré le diable par la queue. Mais on était vraiment en osmose parfaite, et tant au niveau matériel qu'au niveau spirituel. C'est-à-dire on était vraiment branchés sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que j'ai profité de ce livre pour lui rendre un hommage, parce que ce qu'on a vécu, elle et moi, je le souhaite. Je vais le souhaiter d'ailleurs à tous les couples de la Terre, parce que je pense que vivre ça, c'était d'une intensité extrême, et c'était d'une joie immense. Alors, je dis pas que il n'y a pas eu des périodes, bien sûr, où on s'est crêpé le chignon. Je connais pas de couple qui ne se soit jamais crêpé le Bien chignon. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est bien d'accord. bien Mais sûr. les ombres de quelques minutes n'arrivaient pas à effacer les joies des heures, donc passées ensemble. Donc voilà, et puis un couple, c'est ça, on se remet en question. Donc c'est vrai que ne plus l'avoir à mes côtés, c'est une perte immense pour moi. Je pense que je m'en remettrai jamais. Bon, évidemment, avec le temps, bon, de toute façon, il faut passer à autre chose. Et puis, de toute façon aussi, elle n'aurait pas voulu que je me laisse aller. Donc, elle me l'avait dit d'ailleurs avant qu'elle s'en aille. Elle l'avait dit à une amie. Elle avait dit, j'espère qu'il aura assez d'énergie pour continuer. Et cette énergie, bah oui, je l'ai. Et même avec des périodes quelquefois où j'ai un peu le coup de blues, mais oui, je vais continuer À la jusqu'à fin. une date précise, jusqu'à la fin. Mais oui, Ouais. justement, ces pages que tu nous offres sont vraiment bouleversantes. Ce témoignage m'a vraiment beaucoup émue. Et justement, après avoir combattu le monde, et puis même à deux, comme tu l'expliques, comment survit-on à l'absence? C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile. Je me suis rendu compte que la vie terrestre, en fait, pouvait du jour au lendemain être mise en question. Bon, tu me diras, après avoir visité quand même par 2 fois des pays en guerre comme la Syrie et le Donbass, je me suis quand même rendu compte effectivement que vivre dans des pays en guerre, bah, la vie peut disparaître en un claquement de doigts. Mais il y a une différence entre le constater sur le terrain et le savoir. C'est vrai que les massacres qu'il y a aujourd'hui, que ce soit à Gaza, en Ukraine ou en Iran, de la part d'États félons et d'États voyous comme les USA et Israël, ou l'État ukrainien d'ailleurs avec M. Zelensky, euh, donc eux, ils massacrent, mais à côté de ça, voilà, est-ce qu'on s'en remet? Oui, non, on s'en remet pas vraiment. Mais malheureusement, je crois que la vie sur cette planète n'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que même les tigres, ils voient de toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin depuis toujours d'ailleurs, malheureusement, la vie sur cette planète, autant pour les humains que pour les animaux aussi d'ailleurs, ben c'est loin d'être un conte de fées, malheureusement. Question émotion, Claude. Qui est Claude Janvier quand il n'est plus en lutte? Bah, écoute, quand je suis pas en lutte, moi, bon, mais moi, de toute façon, je suis en lutte, oui, enfin, je dénonce ce qui mérite de l'être. Mais après, je suis un bon vivant, hein. J'aime bien la bonne table, j'aime bien le bon vin, j'aime bien les moments de fraternité avec les gens, les moments de complicité, les moments d'échange aussi. Ça me paraît être primordial. En fait, la vie, pour moi, ne vaut d'être vécue que si elle est partagée. C'est-à-dire, si on la partage pas, si on est sans arrêt en train de se méfier de son voisin, et je plains les politiciens vraiment, parce que tout est calcul. Chez un politicien, tout n'est que calcul. C'est-à-dire que l'aide, entre guillemets, l'aide que va prodiguer un politicien à un autre est une aide qui, en fait, est calculée. C'est-à-dire, je te fais ça, mais en même temps, toi, tu vas me rendre ça, parce que si tu le fais pas, je vais pas hésiter à te détruire ou à te montrer du doigt.
Et en fait, c'est un univers affligeant. C'est un univers tellement affligeant que je me demande comment on peut arriver à surnager vraiment dans ce panier de crabes. Mais en réalité, la question se pose. Est-ce qu'ils sont heureux fondamentalement? Je crois pas. Je crois pas parce que tout n'est que lutte constante, hein, tout n'est que trahison. En fait, le problème, voilà, c'est ça. Je pense que la vie ne vaut d'être vécue que si elle est partagée et si l'aide est sincère et désintéressée. Le reste, ma foi, n'a pas beaucoup d'importance. C'est beau ce que Après, tu dis. voilà, je pense que c'est ça. Et je pense que l'amitié, la véritable amitié, c'est de l'or. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on devrait tous avoir et quelque chose qui n'est pas à gâcher. La véritable amitié, ben, c'est ça. C'est le ciment qui fait que les gens peuvent avoir le sourire et peuvent arriver à mener une vie décente. Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ça, ce travail-là, malheureusement, il ne peut être fait que grâce à la spiritualité. Peu Alors importe. justement, tu parles de vie spirituelle, d'essence divine, de destin. Est-ce que la rébellion mène à la spiritualité? Pas forcément. Je veux dire, la rébellion, c'est la rébellion. La rébellion, c'est de dénoncer ce qui mérite de l'être. Après, la spiritualité, c'est une autre démarche. C'est-à-dire, moi, il y a des moments, je me pose, je lis quelque chose de philosophique ou de religieux, parce que il faut se nourrir aussi de l'aspect religieux et de la spiritualité. Alors, qu'on ne se méprenne pas. Je ne vais pas ici prêcher pour une chapelle ou une autre. Mmh. C'est-à-dire, je suis absolument convaincu que toute spiritualité est bonne. Et à l'heure où toutes les sociétés sont de plus en plus matérielles, où l'IA pointe son nez, où on risque demain de basculer dans des guerres atroces encore plus dangereuses que celles qu'il y a aujourd'hui, je pense que toute spiritualité, on doit s'aider les uns avec les autres et de ne pas apporter de jugement quel qu'il soit. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un qui va être chrétien, je n'ai rien contre un musulman, je n'ai rien contre un bouddhiste, je n'ai rien contre même quelqu'un qui serait, allez, athée, mais qui aimerait aider les gens. Je pense que là aussi, ça va dans le sens spirituel. En fait, en réalité, le problème, voilà, c'est que beaucoup trop de gens sont enfermés dans le monde matériel. Ils n'ont pas le temps, soit par manque de temps, soit par manque d'énergie, soit par désintérêt. Mais c'est dommage parce que c'est ça qui peut faire progresser aussi une société et qui peut faire progresser les gens. La société essaiera toujours de tirer les gens côté matériel. Donc, il faut il y a rien à en tirer à ce niveau-là. Et de ton point de vue, est-ce que tu penses qu'il est possible d'être un combattant et en même temps rester en paix intérieurement? Est-ce qu'il n'y a pas une opposition ou est-ce que tu arrives à concilier les deux? Bah, disons que à partir du moment où tu dénonces ce qui mérite de l'être, c'est un peu aussi un exutoire. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai quelque chose en travers, il faut que je le dise, que je l'écrive ou que je le fasse savoir. À partir de ce moment-là, ça va mieux. Donc, parce qu'en réalité, c'est ça. Le problème, c'est des relations entre cause et effet. Soit Soit tu es cause sur les choses, soit tu es effet. En fait, ça marche comme ça. Donc, à partir du moment où si tu te prends, par exemple, comme on s'est pris avec mes amis, des radiations nucléaires sans le savoir, donc là, tu es effet, tu reçois quelque chose sans l'avoir demandé. Après, ce qu'il faut, c'est arriver à inverser la chose, c'est-à-dire à se dire, à prendre le point cause et à se dire, bon, allez, maintenant, ça, c'est OK, il s'est passé ça, maintenant ça, je vais le dénoncer. Et renvoyer donc la balle entre guillemets, de l'autre côté. Parce que sinon, le problème qu'ont les gens, je pense aujourd'hui, et de plus en plus avec l'intelligence artificielle, avec malgré les moyens de communication moderne, je pense que les gens sont de plus en plus effets.
C'est-à-dire, ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent, ils ont le nez dans leur smartphone, ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent, ils regardent des vidéos, des brefs, des trucs, des machins, des trucs. Mais il y a tout, toutes les infos possibles et imaginables. Et le problème, c'est beaucoup, ça rend effet. Est-ce que les gens, et si les gens ne se sentent pas bien, c'est parce ils ne sont plus cause. Ils sont de moins en moins cause sur la vie. C'est-à-dire, alors ajoute à ça de la répression et de l'oppression, et ça donne la dépression. Parce que c'est ça, en fait. Moi, je vois passer dans les médias, on me dit, ah, il y a de plus en plus de gens qui sont en dépression. Mais pourquoi les gens sont en dépression? Ils sont en dépression parce qu'il y a de plus en plus d'oppression et de répression. Et oppression, répression égale aboutissent à la dépression. Ben Sinon, il n'y a aucune raison qu'une personne, tout d'un coup, se mette à être en burn-out ou à rentrer en dépression. Elle a tellement reçu à un moment donné de l'oppression et de la répression qu'à un moment donné, oui, il se passe elle va nous faire une dépression nerveuse ou, pour employer un mot à la mode, un burn-out. Mais il est là le problème, je pense. Et c'est ça, à un moment donné, il faut être cause là-dessus. Il faut rechercher et reprendre sur soi et renvoyer la balle. Parce que sinon c'est au bout d'un moment, à force d'intérioriser les choses, au bout d'un moment, c'est fini par exploser, quoi. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout, quoi. Alors, tu termines ton livre par des chapitres, un sur Epstein, le Mossad et la CIA. Ouais. Sujet absolument inévitable. Je ne sais pas si tu dis Epstein, toi tu dis pas Epstein. Ah oui, non, oui, bien, voilà, oui, non, moi c'est Epstein, oui, voilà. Je sais, d'ailleurs, je l'ai marqué dans mon livre, Epstein, mais j'ai dit pendant que les politiciens nous font un concours de prononciation, il y a des enfants qui ont été torturés, qui ont été violés, qui ont été tués, on aimerait bien qu'il y ait la lumière là-dessus quand même. Bon, voilà, je te laisse poser la question. Et puis, tu consacres un chapitre à la guerre d'Israël et des USA contre l'Iran. Oui. Je développe pas Epstein parce qu'il y en aurait tellement à dire qu'il faut une émission là-dessus. Ça, c'est vrai, il faudrait une émission là-dessus. Mais entre parenthèses, ce que je peux dire rapidement sur Epstein, c'est que je vais pas revenir sur ce qu'il est, glauque, etc., etc. Bon, bref, ok. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est le système, c'est-à-dire que ça n'empêche pas le système de continuer de fonctionner. C'est-à-dire que des Epstein, il y en a eu, lui, mais il y en a certainement eu d'autres, et il y en aura probablement encore un ou d'autres. Parce que le problème, c'est que le système n'est pas remis en cause. Ça veut dire qu'en plus, est-ce qu'il y a des gens qui ont été réellement jugés, emprisonnés? Ah bah non, à part Ghislaine Maxwell qui est en prison, mais elle, on sait pourquoi. Brunel. Oui. Mais c'est quand même pas beaucoup, quoi. Quand on prend l'international, tu vois, les époux Clinton qui sont largement entachés de tout un tas de perversité vont s'en tirer en payant. Voilà, parce qu'aux États-Unis, tu payes et tu n'es plus inquiété au niveau judiciaire. C'est intéressant quand même. Bref, passons. Voilà, je te laisse, vas-y, je te laisse continuer. On va finir avec l'Iran, il nous reste plus beaucoup de temps. Quand on parle de l'Iran, on pense souvent à un ennemi stratégique, nucléaire, idéologique. Mais toi, tu renverses la perspective, me semble-t-il. Est-ce que si l'Iran n'était pas seulement une menace, mais aussi un prétexte? De toute façon, oui. De toute façon, le nucléaire iranien est un faux prétexte puisque ça fait 30 ans qu'Israël et les USA nous bassinent avec le nucléaire iranien. Et en fait, 30 ans hein, quand même. Hein. Et en réalité, le nucléaire iranien, civil, oui, militaire, non, puisque de toute façon, l'ayatollah Khomeini, à l'époque, avait écrit donc en plus deux fatwas interdisant donc à interdisant à l'Iran, pardon, de produire donc la bombe nucléaire. Donc de toute façon, c'est un faux prétexte. Alors après, bon, je ne vais pas tout développer ici l'Iran parce que ça évolue au fil des jours.
Maintenant, c'est un pilier des BRICS. Il faut quand même bien regarder la philosophie anglo-saxonne là-dessus et d'Israël. C'est un pilier des BRICS, hein, c'est-à-dire, c'est quand on parle des BRICS, c'est Russie, Chine, Iran. Donc l'Iran, en affaiblissant l'Iran, les USA affaiblissent les BRICS. Donc en fait, c'est une guerre économique comme d'habitude pour eh bien pour avoir la main mise évidemment sur le pétrole iranien et puis faire basculer un peu l'Iran de façon à ce que l'Iran ne présente plus un problème, si tant est qu'il en représentait un d'ailleurs pour Israël, parce que ça aussi, la communauté juive à Téhéran n'a jamais été menacée ni empêchée par le gouvernement iranien. En réalité, et même d'ailleurs, je crois que la synagogue à Téhéran s'est pris une bombe d'ailleurs de Tel Aviv, et d'ailleurs le rabbin là-bas, il était consterné d'ailleurs. Donc comme quoi, ma foi. Tu cites dans ce chapitre Frédéric Morin, écrivain et éditeur de Morpheus. Et il y a une phrase que tu dis et que j'aime beaucoup, qui m'a fait réfléchir. L'Iran, il faut des neurones pour combattre les Perses. Oui, j'ai bien aimé. Frédéric Morin, que je salue ici, d'ailleurs, qui a un journal qui s'appelle Morpheus, que peut-être vous connaissez pas trop, amis internautes. Je vous pousse gentiment à découvrir ce journal très documenté. Les enquêtes sont très documentées. Et effectivement, j'étais tombé sur un article de Frédéric Morin et effectivement, pour attaquer les Perses, il faut des neurones. Et effectivement, là, autant Donald Trump que Benjamin Netanyahu, ils ont manqué de neurones. Mais de toute façon, il manque un peu de neurones. Et déjà, on peut en terminer là-dessus pour l'Iran. Déjà, d'avoir fait assassiner l'ayatollah Khamenei, alors là, ça a été la plus grande bévue qu'ils aient pu commettre tous les deux, parce que déjà, il avait plus de 80 ans, il était plus en excellente santé. Donc, la nature allait donc se charger à un moment donné ou à un autre, effectivement, de passer de vie à trépas, puisque c'est notre lot à tous. Mais en l'assassinant, ils en ont fait un martyr. Et en même temps, ils se sont mis 375, alors là, je parle des Israéliens et des Américains, ils se sont mis 375 millions de chiites sur le dos. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne pardonneront jamais. Jamais. Donc, effectivement, il faut des neurones. Avant d'attaquer les Perses, il faut des neurones. Et puis, la Perse, jamais. Ils se sont fait. Ils ont toujours résisté. Donc, voilà. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, avec les embargos et tout ça, ça pose un énorme problème. Mais longue vie au peuple iranien. Oui. Et pour en finir, qui t'a le plus trahi, à ton avis? L'État, les médias ou les lâches? Ah, ça c'est la question piège, Jackie. Bah, les trois, je vais dire les trois. L'État, évidemment, en ne nous prévenant pas des risques encourus par les explosions atomiques de l'époque. Et puis l'État, j'ai pu constater que l'État sans arrêt nous trahit. Donc voilà. Après, avant les lâches, tu m'as dit quoi? L'État, et avant les lâches, c'était quoi? Je sais plus. Je sais plus. Les médias. Les médias. Ah, les médias. Ah bah oui, ça, les médias, oui, oui, ça, les trahisons des médias, je relate dans mon livre, j'ai pu le constater, donc, et là, je vous laisse découvrir dans mon livre que les médias, depuis, j'ai découvert ça en 1976, 15 ou 16, que les médias avaient fait tout un article sur moi. Bon, bref, passons. Je vous laisse découvrir ça. Je me suis Oui, oui, aperçu que oui. les médias, voilà. Et les lâches, oui, parce que beaucoup de gens, malheureusement, sont lâches. Beaucoup de gens sont pas courageux. Je veux dire, et là, je parle d'une majorité de gens, et c'est dommage, parce qu'avec peut-être un peu plus de corones, allez, on va le dire en espagnol, les choses pourraient peut-être bouger quand même. Je veux dire, je dis pas qu'il faut être inconsidérément, s'exposer inconsidérément. Je dis simplement qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de ses opinions et il faut le faire savoir. Et si je pense qu'une majorité de gens
le faisait, eh bien, les choses pourraient bouger un peu plus vite. Voilà. Et les États auraient moins d'autoroutes à 4 voies pour malheureusement déverser leurs programmes et leurs lois liberticides. Voilà. Je pense que là, et je pense que c'est à chacun de. On peut y faire, vous pouvez y faire quelque chose. Je parle pas pour nos amis internautes qui vont nous écouter là, hein. Mais je parle en général. Mais je pense qu'effectivement, une majorité de gens peuvent changer les choses. Mais voilà, il faut y aller un peu. Voilà. Merci Claude. Alors on invite tous nos amis internautes à lire cet ouvrage qui est vraiment très, très intéressant et très touchant. Rappelons les 3 moments forts de ce livre. L'homme blessé, derrière la voix dure, ton père, Tahiti, Clos, bien sûr. Le témoin historique, les essais nucléaires, l'armée, la prison. Et puis le penseur actuel, liberté, médias, conformisme. Merci Claude de t'être livré de façon aussi Ben, franche et aussi intime. Et je trouve que ce livre, en plus d'être intéressant, nous apprend plein de choses et vraiment très touchant. Merci beaucoup Claude. c'est gentil, Jackie. Écoute, je te remercie. Et alors, donc, c'est. Sincère. Oui, ça, mais je n'en doute absolument pas. Et le livre est disponible chez The Book Edition. Voilà, très bien. Voilà. En tout cas, Jackie, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est tranquille avec toi l'interview, tu vois. C'est vraiment Merci. ça Merci, cool. c'était Parfait. un vrai plaisir. Merci beaucoup Claude. Je pense que nos amis internautes ont partagé notre plaisir ce soir et puis qu'ils diffuseront cette émission pour que ton livre batte le record de celui de Nicolas. Hein. Alors Merci. là, Merci Claude, bonsoir, bonne soirée, chers amis internautes, bonne soirée et puis à la semaine prochaine.